Ce soir, je vais vous raconter une vieille légende japonaise. Je m'appelle Marilène et je vous souhaite la bienvenue sur Dormez bien. C'est un plaisir de vous accompagner ce soir pour vous aider à vous endormir. Bonne nuit et doux rêves. Nous voyageons dans le temps, au Japon féodal, un pays rempli d'histoire. Avant de commencer, si vous aimez mon travail et souhaitez découvrir plus d'histoires semblables, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Tandis que vous contemplez la douce obscurité derrière vos paupières closes, voyez apparaître le délicat contour d'ailes gracieuses d'un papillon qui danse lentement dans le vide. Admirez l'éclat de leurs couleurs vibrantes et observez comme ils glissent avec légèreté dans l'air. Un arbre majestueux s'élève du sol, entouré de verdure. Le papillon s'élève toujours plus haut, virevoltant autour du tronc ancien. Le ciel se voile, nuageux et gris. Au cœur du nuage, une goutte de pluie commence à se former. Elle grandit, devient de plus en plus lourde et finalement se laisse tomber. Elle vient se poser sur une feuille d'un vert profond. Bientôt, des milliers d'autres gouttes la rejoignent. On entend leur doux crépitement sur les branches et sur le sol. Le papillon trouve refuge dans le creux de l'arbre. Il se pose délicatement sur une vieille écorce et s'arrête en repliant délicatement ses ailes. Au-delà de son abri, de vastes champs s'étendent à perte de vue, autour d'un petit village paisible. Lorsque la pluie purifiante tombe sur ces terres, l'odeur de la terre humide emplit l'air. Et c'est ici, à ce moment précis, que commence notre histoire. Akinosuke est un simple agriculteur, travaillant avec ardeur dans les champs, à l'extérieur de son village japonais. Un après-midi, une averse soudaine les contraint, lui et ses compagnons agriculteurs, à interrompre leur travail pendant plusieurs heures. En riant de bon cœur, ils courent se réfugier sous les branches épaisses d'un grand cèdre majestueux. Une fois à l'abri, bien au sec, Akinosuke et ses amis décident de profiter de ce moment et de déjeuner plus tôt que prévu. Tandis que les gouttes de pluie crépitent doucement sur la canopée au-dessus d'eux. Ils mangent et boivent, absorbés par ces bavardages chaleureux qui naissent entre deux vieux amis.
Alors qu'Akinosuke savoure son repas, un petit papillon apparaît, émergeant de la pluie, et vient se poser délicatement sur ses genoux. Son premier réflexe est de vouloir le chasser, mais un vieux fermier l'arrête d'un geste. Le vieux fermier lui explique que le papillon est un symbole sacré, celui de l'âme humaine. Lorsque nous dormons, notre âme quitte notre corps et voyage à travers le monde, tel un papillon, tissant nos rêves. Akinosuke trouve cette idée étrange. Il n'est pas certain d'y croire, mais par respect, il laisse le papillon tranquille. Lorsqu'il baisse les yeux quelques instants plus tard, la créature ailée s'est déjà envolée. Son estomac est bientôt comblé par une soupe chaude réconfortante et du riz gluant, et il en est pleinement satisfait. Alors qu'il appuie sa tête contre le tronc du grand cèdre, il sent son esprit commencer à dériver, emporté par le doux murmure des conversations amicales à proximité. Il trouve délicieux de s'assoupir sous un arbre et de se réveiller, bercé par l'odeur du cèdre frais, porté par la brise. Mais lorsqu'Akinosuke s'appuie contre l'écorce moussue, il réalise que quelque chose a changé. Il n'entend plus ses amis parler, ni rire. Lorsqu'il ouvre les yeux, il découvre avec surprise qu'il est maintenant assis seul, parmi les épaisses racines entrelacées. Il n'y a personne. Tout ce qu'il peut entendre, c'est le bruit délicat de la pluie, tombant de feuille en feuille. Akinosuke suppose d'abord que ses amis sont simplement retournés au champ, le laissant se réveiller de sa sieste, à son propre rythme. Mais il ne peut les voir, nulle part. La pluie est accompagnée d'une brume légère, rendant la vision difficile. La brume semble s'épaissir de minute en minute. Akinosuke scrute l'horizon, là où le brouillard est le plus dense. Il peut à peine distinguer quelques silhouettes qui viennent vers lui. Cela semble être un grand groupe. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, il devient clair que ce ne sont pas ses amis du début de la journée. Car les paysans ne portent jamais de soie si précieuse, n'arborent jamais d'épingles à cheveux en or, ni de sandales aussi raffinées. Il ne faut pas longtemps à Akinosuke pour comprendre qu'il se trouve face à un cortège. Il se lève précipitamment, se courbe respectueusement et s'incline profondément. En tête du cortège royal se tient un vieil homme, aux yeux brillants. Il s'avance vers lui
et demande doucement à Akinosuke de se relever. Il n'est point besoin de s'incliner ainsi, dit le vieillard, car nous avons été envoyés par la reine du royaume pour vous chercher. Nous venons solliciter votre aide pour un problème de la plus haute importance. Akinosuke se relève lentement et contemple avec émerveillement la majesté du groupe qui l'entoure. Chacun porte une robe de soie, rouge et or, bruissant doucement au gré de la brise. Chacun arbore une chevelure noire, coiffée dans une variété de styles délicats et complexes. L'air autour d'eux exhale le parfum le plus envoûtant qu'Akinosuke ait jamais respiré. Chaque respiration emplit ses narines d'une fragrance exquise. Il distingue des épices, la cannelle, les clous de girofle et la cardamome. C'est comme si le parfum suivait le cortège, tel un nuage invisible. Akinosuke n'a aucune idée de ce qu'un groupe aussi prestigieux peut bien attendre de lui. Il leur dit qu'ils doivent certainement se tromper, car il n'est qu'un humble agriculteur. Mais s'ils sont venus jusqu'ici pour le trouver, il serait profondément honoré de leur offrir tout ce qui est en son pouvoir. Le vieil homme sourit chaleureusement et affirme avec assurance qu'Akinosuke est bien celui qu'il recherche. La reine elle-même l'a spécifiquement demandé. Le cortège lui fait signe d'avancer. Akinosuke, surpris, les rejoint. Avant de partir, il lui laisse un moment d'intimité pour qu'il puisse revêtir les robes de soie bleues et argentées qu'ils ont apportées pour lui. Ce sont les vêtements traditionnels des invités de la reine. Après avoir enfilé le costume somptueux, Akinosuke se dit en lui-même que si le cortège a fait une erreur, la personne avec laquelle ils l'ont confondu doit lui ressembler de façon extraordinaire. Les vêtements lui vont parfaitement, comme s'ils avaient été tissés spécialement pour lui. Le cortège commence alors à reprendre sa route, suivi d'Akinosuke, encore sous le choc. En marchant, il est émerveillé par la qualité exceptionnelle de la robe de soie qu'il porte. Le tissu est si léger, si doux, qu'il semble ne pouvoir offrir que peu de protection contre le brouillard et la pluie. Pourtant, le vêtement le garde aussi chaud qu'une épaisse tunique de coton. Les sandales également, son inconfort exquis. Pour Akinosuke,
C'est comme marcher sur des nuages. Il doit être captivé par tout ce luxe qui l'entoure. Car avant qu'il ne s'en rende compte, lui et le cortège royal se trouvent devant un immense palais. Un garde, vêtu d'une armure rouge et or, ouvre majestueusement la porte. Il entre. La chambre de la reine est emplie de merveilles, bien différentes de celles qu'Akinosuke avait imaginées. Des tapisseries, tissées dans les étoffes les plus somptueuses, sont suspendues tout autour de la pièce. Elles racontent, en images délicates, les moments les plus glorieux de l'histoire du royaume. Chaque centimètre du sol est recouvert de tapis somptueux, de fourrures douces ou de nattes de bambou. Au-dessus de sa tête, des vitraux colorés parsèment le plafond de la chambre. Akinosuke s'imagine allongé sur le dos, sur un de ces tapis, au crépuscule, observant les étoiles qui commencent progressivement à briller à travers les vitraux. La reine porte une robe tissée dans une étoffe d'un blanc crème, la plus pure, la plus exquise qu'Akinosuke n'ait jamais contemplée. Sa soie somptueuse brille doucement à la lumière des lanternes, suspendues dans toute la pièce. Alors, la reine commence à parler. Sa voix est douce, mélodieuse, mais elle porte en elle le poids de son autorité. Même si elle parle à peine plus fort qu'un murmure, chacun dans la pièce silencieuse entend chaque mot qu'elle prononce. Elle explique qu'ils observent Akinosuke depuis un certain temps déjà et qu'ils ont remarqué que ses techniques agricoles sont remarquables. Il est exactement la personne dont elle a besoin pour l'aider à revitaliser certaines parties de son domaine. Une petite île au sol fertile et aux habitants travailleurs et courageux. Une île qui a connu des moments difficiles. La reine déclare que tout le royaume serait reconnaissant si Akinosuke acceptait de devenir gouverneur de cette île. Ne sachant que faire d'autre, il accepte gracieusement. La reine sourit. Akinosuke passe les jours suivants au palais à préparer son voyage vers cette île lointaine au milieu d'un large fleuve.
est encore émerveillé par sa bonne fortune. Mais il a tant de tâches à accomplir qu'il a à peine le temps de s'arrêter. Le moment du départ arrive. Akinosuke se rend sur l'île, accompagné de plusieurs conseillers. Il semble avoir voyagé à travers tout le Japon, franchissant des collines et des champs verdoyants, traversant de grandes cités et de petits villages. La dernière étape de leur périple consiste à traverser un large fleuve à bord d'un magnifique bateau de bois, aux voiles d'un blanc cassé qui flotte doucement dans la brise. À bord du bateau, il sent la douce chaleur du soleil sur le dos de sa main. L'air frais coule dans ses cheveux. Des mèches dansent légèrement sur son visage. Les oiseaux gazouillent en rythme des doux courants qui clapotent contre le bateau. Les secousses silencieuses lui rappellent son hamac à la maison, et comme il se balançait dans la chaude brise d'été. Bientôt, l'île apparaît à l'horizon, et le bateau se dirige vers le quai. Dès qu'Akinosuke pose le pied sur le sol, il réalise que la reine lui a dit la vérité. Sur la terre fertile, la terre sous ses pieds est souple et humide. Une herbe haute et luxuriante couvre chaque parcelle de l'île, et de magnifiques arbres dominent le paysage, offrant une ombre fraîche et apaisante. En approchant de la demeure, les conseillers s'excusent pour sa taille par rapport au palais de la reine. Cependant, Akinosuke, qui n'a jamais vécu dans un endroit plus grand que la modeste maison de ses parents à la ferme, n'en croit pas ses yeux. Bien que la propriété soit plus petite que le palais de la reine, elle compte de nombreuses pièces, dotées de conforts luxueux, tels que des chaises rembourrées, des tapis moelleux et de grandes couettes douillettes. Akinosuke sait qu'il sera très heureux ici, et il a raison. Il réalise la plus belle récolte depuis plus de 10 ans. Pour célébrer, Akinosuke organise une grande fête. Il passe les 15 années suivantes en tant que gouverneur de l'île, contribuant peu à peu à en faire un véritable paradis pour tous ses habitants. Les forêts sauvages sont apprivoisées et soigneusement transformées en vergers luxuriants, produisant les prunes, les cerises et les poires les plus sucrées du Japon. Les fermes autrefois abandonnées produisent désormais plus de riz et de céréales par an que l'île ne peut en consommer. Prévoyant, Akinosuke veille à ce que le surplus soit renvoyé de l'autre côté de la rivière pour être partagé dans tout le royaume. Il est très aimé parmi les insulaires. En tant que gouverneur, il résout les conflits avec prudence et il mourra. Puis un jour, la reine envoie un message sur l'île, annonçant qu'il est temps pour Akinosuke de retourner à sa place.
les conseillers l'assurent que la reine n'oubliera jamais sa contribution à l'île. Et les habitants non plus. Akinosuke est profondément attristé d'apprendre cette nouvelle, car cet endroit est devenu sa véritable demeure. Mais ce soir-là, ses conseillers le surprennent en organisant une fête magnifique. La nourriture, les boissons et la danse sont plus belles que tout ce qu'il a jamais connu sur l'île. Lorsque la fête se calme enfin, Akinosuke dit au revoir aux derniers invités, se rend dans sa chambre et s'allonge sur son grand lit moelleux. Quelques instants plus tard, Akinosuke s'endort. Le lendemain matin, les serviteurs de la reine l'escortent jusqu'au quai, où le bateau repose paisiblement sur l'eau, prêt à le ramener sur le continent. Il regarde l'île une dernière fois, alors qu'il est sur le bateau. Il contemple les vergers et les champs fertiles, et au loin, un village désormais prospère. Le bateau lève l'ancre. Alors qu'il quitte le quai, une brume commence à s'élever sur l'eau. Elle est dense, mais contrairement au brouillard ordinaire, elle n'est pas froide. En fait, elle est chaude et douce. Comme une couverture de coton. Peu à peu, le brouillard devient si épais qu'Akinosuke ne peut plus voir, à plus de quelques mètres devant lui. Alors il ferme les yeux. Lorsqu'il les rouvre, il n'est plus sur le bateau. Au lieu de cela, il est de retour sous le grand cèdre, entouré de ses vieux amis. Il cligne des yeux plusieurs fois pour s'assurer qu'il est bien réveillé et passe sa main sur le sol, encore humide de la pluie de l'après-midi. L'un des fermiers se moque gentiment de lui. Il lui demande s'il a apprécié sa sieste. Akinosuke demande lentement depuis combien de temps il dort. Le fermier le regarde avec curiosité et répond que cela ne fait qu'une dizaine de minutes. Akinosuke raconte alors aux autres agriculteurs ce qui lui est arrivé. Les autres hommes l'écoutent avec attention. Quand il a terminé, il leur demande ce que cela pourrait bien signifier. Les autres agriculteurs ne sont pas certains et commencent à en discuter entre eux. Mais avant qu'ils n'arrivent à une conclusion, une voix les interrompt. C'est encore une fois le vieux fermier, celui qui lui avait parlé du papillon sur ses genoux. Il dit avoir observé Akinosuke dormir à côté de l'arbre, juste au moment où il s'endormait. Un petit papillon jaune s'est envolé de sa tunique. Les autres hommes l'ont également vu. Le papillon. Mais ils ne savent pas d'où il venait. Le vieux fermier continue. Alors que le papillon s'est posé sur le cèdre, plusieurs fourmis se sont approchées. Une fourmi a attrapé délicatement le papillon et l'a porté jusqu'à un trou.
Quelques instants plus tard, le papillon est ressorti du même trou et est revenu vers la tunique d'Akinosuke, juste avant qu'il ne se réveille de sa sieste. Cela explique probablement le rêve, la procession qu'il avait vue, le voyage jusqu'au palais de la reine et son séjour sur l'île. Akinosuke et les autres agriculteurs conviennent qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ensemble, ils enlèvent délicatement la terre à la base du cèdre et y découvrent une petite colonie de fourmis. Certaines parties de la colonie semblent étrangement familières à Akinosuke. C'est une terre couverte de mousse d'un vert tendre. La pluie a créé une minuscule rivière entourant le site, le faisant ressembler à une petite île. Un petit bateau, fait de brindilles et d'écorce, flotte paisiblement sur cette rivière miniature. Les agriculteurs travaillent ensemble pour replacer délicatement la terre afin de ne pas déranger les fourmis. À ce moment-là, la pluie s'est arrêtée. Après quelques conversations supplémentaires, les agriculteurs retournent dans leurs champs. Mais Akinosuke n'oubliera jamais ce jour. Il se souviendra avec tendresse de son temps passé en tant que gouverneur de l'île pour le reste de sa vie. Et chaque jour, tandis qu'il laboure, sème et récolte, il sentira la chaleur du soleil dans son dos et se souviendra de sa robe de soie. Avant de quitter le cèdre ce jour-là, Akinosuke dépose la moitié de son déjeuner sur le tronc, près de l'entrée du nid de fourmis. Un dernier cadeau pour des hôtes qui lui ont offert de merveilleuses aventures et de merveilleux rêves.